l'Ukraine lutte non seulement contre la Russie. Ils utilisent les propres armes de la Russie pour les humilier. Les mêmes chars et munitions envoyés par Poutine pour écraser l'Ukraine servent désormais à écraser ses propres forces. C'est presque trop parfait. Les précieux engins de guerre russes abandonnés lors de la retraite pour être utilisés contre eux par ceux-là même qu'ils tentaient de vaincre. Alors que les troupes de Poutine peinent, l'Ukraine a récupéré des chars russes abandonnés, de l'artillerie et des munitions, les retournant contre leurs anciens propriétaires. L'ironie ultime. L'Ukraine prouve que les soi-disant armes supérieures de la Russie sont meilleures entre les mains ukrainiennes. Comment en sommes-nous arrivés là? Étonnamment, ce n'est pas qu'un coup de chance pour l'Ukraine. Il y a une histoire plus profonde, derrière la façon dont ils ont retourné l'arsenal de la Russie contre eux, une histoire qui implique des tactiques astucieuses et des opportunités inattendues. Tout commence avec l'héritage militaire soviétique de l'Ukraine. Mais ce n'est que le commencement. Voilà notre message. Au début du conflit, l'Ukraine a dû se fier principalement à son propre matériel militaire, hérité de l'ère soviétique et donc d'origine russe. En tant qu'ancien pays soviétique, l'Ukraine a hérité de la plupart de ses systèmes métissiers militaires, armes et même tactiques de l'Union lors de sa dissolution. Un autre excellent exemple plus récent est le fait que les deux pays ont utilisé des chars de l'époque soviétique. Du côté de l'Ukraine, il s'agit des T-64 et T-72 et des T-80 plus modernisés. Tous ces chars étaient des restes de l'Union soviétique, mais les Ukrainiens ont également réussi à tirer ces chars au-delà de leur approvisionnement domestique. D'autres pays d'Europe de l'Est, comme la Pologne et la République tchèque, ont fait don de plus de 340 T-72 et de leurs versions modifiées à l'Ukraine. De plus, les Pays-Bas et le Danemark ont fait don de plus de 80 T-72 répartis entre d'anciens modèles sortis de stockage et révisés pour les rendre aptes au combat et des versions mises à jour pour inclure une meilleure électronique. On estime que l'Ukraine dispose d'environ 520 T-72. Bien sûr, les pays de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord ont fait don d'équipements plus modernes, comme les chars Abrams, Challenger et Leopard. Pourquoi y a-t-il autant d'accent sur la fourniture de diverses versions du char soviétique T-72? En résumé, l'armée ukrainienne n'a historiquement possédé que des chars de type soviétique, donc ses troupes se sont formées à l'utilisation de ces systèmes plutôt que leurs équivalents occidentaux. De plus, bien que les chars occidentaux et les types T aient une puissance offensive similaire, leurs munitions sont généralement différentes. L'Ukraine fait donc face à deux défis distincts. D'abord, le pays a déployé ses propres chars et munitions. S'il commence à manquer de munitions, il devrait trouver un fournisseur, car sa production nationale ne couvre que les besoins pour les véhicules d'avant-guerre. Bien que l'Ukraine ait été un grand exportateur d'armes dans les années 2010, elle utilise actuellement des munitions à un rythme dépassant largement sa capacité de production. Le second problème est l'absence de production nationale de munitions pour les équipements occidentaux. Il dépend entièrement des pays de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, comme les États-Unis ou le Royaume-Uni, pour fournir les munitions pertinentes pour ces systèmes donnés. Les États-Unis ont aussi cherché des munitions soviétiques dans d'autres pays et ont rapidement envoyé ce qu'ils ont pu obtenir en Ukraine. La majorité de ces pays a reçu des munitions de l'Union des républiques socialistes soviétiques, de la Russie ou de l'Ukraine lors des décennies passées. En un sens, ces munitions reviennent maintenant en Russie, en étant tirées sur les soldats et les chars russes. Le plus intéressant est que l'Ukraine déploie aussi des T-90 des armes russes. Le T-90 est un char entièrement fabriqué en Russie, le T-90-1000 étant la dernière mise à jour du design du char T-72. Ces chars sont entièrement produits par la Russie et n'ont pas du tout été exportés vers l'Ukraine. Le T-920. 1000 en théorie, a des capacités offensives similaires à un 1001 Abrams mais manque de manœuvrabilité et a des défaillances défensives critiques exploitables par les missiles anti-chars. Ce char de combat principal est principalement utilisé par la Russie et déployé par moins d'une douzaine de pays, surtout alliés ou partenaires commerciaux de la Russie. Aucun de ces pays n'a donné ses propres T-90 à l'Ukraine pour le conflit. Malgré tout, l'Ukraine a réussi à obtenir quelques pièces. Comment? La réponse est simple. En quelque sorte, c'est la Russie elle-même qui a fait don des chars à l'Ukraine suite à leurs offensives d'invasion ratées. La Russie n'a globalement pas réussi à avoir un impact significatif sur le front Est dans la région du Donbass en Ukraine. Alors que les lignes de front et les frontières ont changé au cours de la bataille, l'armée ukrainienne a souvent forcé les troupes russes à abandonner des postes improvisés. Il arrivait que ces soldats soient capturés ou contraints de fuir, abandonnant leurs véhicules. En conséquence, selon certains rapports, la Russie a perdu plus d'une centaine de ce que Poutine prétend audacieusement être les meilleurs chars du monde en Ukraine au cours de la guerre. Mais tous les véhicules n'ont pas été détruits. Mi-2024, des images en ligne montraient l'armée ukrainienne utilisant un T-920, 1000 récupérés en bon état sur le champ de bataille. La Russie n'a pas encore de chars ayant mieux performé que le T-920 1000.
Le T-90 devait être remplacé par le T-14 Armata, un char de combat principal plus moderne et hautement renforcé. Cependant, seule une douzaine d'Armata ont été produites et écartées du champ de bataille quelques semaines après leur déploiement. En fait, on pourrait soutenir que les meilleurs chars du côté russe ont été les T-72 et même les T-64 obsolètes, puisque la Russie a des milliers de ces chars en stock, et ils ont été aussi pertinents que des armures plus modernes dans le grand schéma de la guerre. Mais l'acquisition de ces T-90 par l'Ukraine, surtout venant de la Russie, est cruciale pour son armée. Cela s'explique par la formation susmentionnée et la disponibilité des munitions produites localement. Le T-90, basé sur le T-72 bien connu des troupes ukrainiennes, peut être utilisé immédiatement. De plus, les chars utilisent en réalité les mêmes canons principaux, lisses de 125 mm, de à 46 000, ce qui signifie que l'Ukraine devrait avoir beaucoup de munitions pour les chars plus modernes à distribuer. De plus, ce ne sont pas seulement les chars que l'Ukraine a récupérés lors d'opérations réussies. Chaque fois que l'armée ukrainienne capture un poste avancé russe ou des lignes de ravitaillement, il y a forcément des munitions ou des engins que l'armée russe a laissés derrière elle. Toutes les munitions non directement compatibles avec l'armement ukrainien actuel sont également récupérées et bien exploitées. Les munitions sont renvoyées à des bunkers spécialisés où les techniciens lisent les informations techniques de chaque pièce. Ensuite, chaque munition est soit démontée en ses composants de base, soit réutilisée pour d'autres projets. Un exemple de réutilisation des munitions russes, comme les mines ou les missiles anti-chars, est l'armement de drones commerciaux. La guerre des drones a été dévastatrice pour les deux camps. Il ne s'agit pas des coûteux grands drones de recherche, comme le MQ-9 Reaper, que les États-Unis ont utilisés durant leur guerre contre le terrorisme. L'Ukraine et la Russie possèdent des drones de reconnaissance et de chasse militaire à une échelle similaire, comme le TB2 Bayraktar turc ou quelques innovations nationales, bien qu'en plus petit nombre. Cependant, la majorité de l'armée de drones est composée de drones normalement utilisés pour la photographie et la vidéo. Ces drones, souvent originaires de Chine, sont très bon marché à fabriquer ou à se procurer, coûtant parfois seulement quelques centaines de dollars. Comparativement, les drones militaires de qualité peuvent coûter des millions. Ensuite, les ingénieurs ukrainiens prennent les munitions recommissionnées que les Russes ont laissées derrière eux et les attachent aux petits drones. Chaque drone devient donc un drone kamikaze télécommandé et manœuvrable. Malgré une portée inférieure aux géants de l'industrie, ces modèles se sont révélés efficaces. Le drone peut généralement voler de 10 à 15 miles, l'opérateur étant caché de la vue et de la détection. Dans certains cas, le drone transporte une mine anti-char. Dans d'autres, c'est une bombe antipersonnelle. Mais dans tous les cas, les drones ont une mission simple, trouver et détruire une fortification ou un char russe. Et c'est exactement là que les différences de chars entrent en jeu. Malgré toutes les avancées que le T-90 a introduites, il a toujours un défaut vital que ces drones peuvent exploiter. Le système de chargement des munitions du char est automatisé, à la différence des chars occidentaux. Les munitions de rechange sont stockées sous la tourelle, dans un boîtier recouvert d'une fine couche protectrice. Si on tire depuis un angle précis en dessous ou au-dessus du char, un obus explosif peut détonner les munitions, créant une onde de choc qui monte dans le compartiment principal du char. Ce phénomène, appelé décapitation explosive, se produit lorsque la tourelle principale se détache du corps du char sous la pression de l'explosion. Par contre, les chars occidentaux ont souvent un membre d'équipage qui charge manuellement les munitions stockées près de la tourelle. Pour l'Abrams, les munitions sont stockées dans un hub spécial sur la tourelle, avec une porte anti-explosion qui s'ouvre vers l'extérieur si le stock est touché. Cela redistribue le choc de l'explosion et minimise le risque que tout le char explose en même temps que les munitions. La petite taille des drones commerciaux leur permet de manœuvrer autour et dans les positions exactes nécessaires pour endommager sérieusement les chars russes. De plus, avec un coût de production si bas et le fait que l'Ukraine peut réutiliser les munitions laissées par les Russes, l'économie de la guerre fonctionne contre la Russie, qui aurait normalement un budget militaire beaucoup plus important et un stock de munitions à utiliser. Selon le bataillon Achille de la 92e brigade, les calculs sont assez simples. Dans son rapport d'avril 2024, il a estimé que le fonctionnement du bataillon et l'entretien de l'équipement de drones coûtent environ 15 millions par mois, avec la réserve que le bataillon était estimé à environ moitié plein à l'époque. Le rapport affirme qu'en avril 2024, le bataillon était responsable d'environ 100 millions de dollars de dommages à l'armée russe, que ce soit directement aux troupes ou aux véhicules et infrastructures. La simple différence dans les pertes infligées à la Russie par un seul bataillon met en évidence les avancées opérationnelles et organisationnelles sévères que l'Ukraine a dû subir afin de tirer parti des avantages au cours de la guerre. La méthode principale d'utilisation de ces drones a été des attaques nocturnes décalées. Les drones,
presque indétectables sur les caméras thermiques et de vision nocturne, peuvent comment se faufiler sur l'ennemi et lancer des attaques de précision dévastatrices pour détruire les stocks de munitions vitaux ou les véhicules. Dans certains cas, la cible visée est un individu spécifique, souvent un opérateur de drone ennemi. Comme les deux côtés ont développé des tactiques similaires avec des drones commerciaux et que tous deux sont approvisionnés soit directement soit indirectement par la Chine, l'Ukraine et la Russie manquent tous deux d'opérateurs de drones formés pour leur armée. Ces opérateurs proviennent souvent de milieux utilisant des drones commerciaux pour le loisir, comme les courses ou la photographie. Quelques années après le début de la guerre, ils sont devenus indispensables pour l'armée de chaque pays. Une telle mission vitale a eu lieu en début janvier 2024, lorsque des opérateurs ukrainiens ont réussi à trouver et tuer le célèbre opérateur de drones russe Moïse, qui avait été crédité d'avoir frappé plus de 30 et un bateau et tué près de 400 soldats. En somme, les bataillons de drones utilisent des pièces interchangeables et des munitions récupérées provenant de leurs propres stocks ou de fortifications ennemies abandonnées. Mais les hommes qui opèrent ces drones sont beaucoup plus précieux pour les deux côtés du conflit que l'équipement, et la Russie manque peut-être d'hommes plus rapidement qu'elle ne peut les remplacer. Selon les statistiques les plus récentes, le ministère de la Défense ukrainien estime que la Russie a perdu plus de 670 000 soldats tout au long de la guerre. Considérant que les rapports du ministère de la Défense russe suggèrent que l'armée signe environ 400 000 nouveaux contrats militaires par an, à l'exclusion des conscrits, qui ne peuvent pas être déployés en première ligne, il est probable que l'armée russe épuise son personnel expérimenté. Alternativement, les vagues de soldats que la Russie envoie sur les lignes de front sont remplacées relativement rapidement par de nouvelles, une situation qui accumule encore plus de pertes, car ces soldats sont peu susceptibles d'être suffisamment expérimentés pour une guerre de cette envergure. Certains stratèges occidentaux sont allés jusqu'à suggérer que la Russie perdra 1 million de soldats d'ici début 2025, impliquant que le taux auquel ces soldats meurent ou sont gravement blessés ne fera qu'augmenter. Chaque soldat russe tombé en Ukraine peut également potentiellement laisser derrière lui ses munitions et ses ordonnances non tirées. Cela signifierait que si la Russie commence à perdre des soldats plus rapidement, elle commencerait essentiellement à fournir à l'armée ukrainienne plus d'armes et d'équipements, et avec le rapport coût-efficacité déséquilibré de ce qu'un seul bataillon de drones ukrainiens peut accomplir, l'avenir de la guerre en Ukraine semble relativement simple mais sombre pour les deux côtés. Les drones resteront en première ligne pour des frappes de précision, tandis que les soldats seront relégués aux tâches de récupération pour approvisionner les bataillons. Un problème de ce plan pourrait être l'accès de la Russie à l'artillerie de moyenne à longue portée. La Russie a fait valoir son avantage numérique sur l'Ukraine principalement grâce à ses stocks plus importants d'artillerie, remorquée et non remorquée. Pour accentuer le point, considérez un rapport qui suggère que la Russie produit environ 3 millions de munitions d'artillerie par an. Les 32 membres de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, en revanche, n'ont pu envoyer qu'environ 1 200 000 obus à l'Ukraine par an, sans épuiser leur propre stock de munitions. Bien que le ministère de la Défense ukrainien affirme que la Russie a perdu près de 20 000 systèmes d'artillerie, elle ne semble pas en manquer sur le terrain. C'est particulièrement dangereux lorsque l'on tient compte du fait que la Russie possède sans doute certains des systèmes d'artillerie les plus avancés au monde. Prenez par exemple le 2S-19, version modernisée de l'artillerie 2S-3 de l'époque soviétique, utilisée à la fois par l'Ukraine et la Russie. Certains modèles ont été conçus pour atteindre un taux de tir d'environ 9-10 coups par minute. Comparez cela aux véhicules d'artillerie occidentaux, qui tirent généralement entre 1 et 4 coups pendant ce temps. De plus, cette artillerie peut être soutenue par de vieux morceaux de crapauds soviétiques, créant une frontière infranchissable pour les Ukrainiens, de peur d'être bombardés intensément. La présence d'artillerie est l'un des rares moyens par lesquels la Russie a réussi à éviter d'être complètement anéantie par les drones kamikazes ukrainiens. Les drones ont généralement une portée d'environ 15 miles, tandis que même l'artillerie à courte portée a une portée d'au moins 20 à 30 miles. Cependant, les Ukrainiens combattent avec de l'artillerie en partie fournie par la Russie, comme mentionné auparavant. Un tel exemple est un ancien canon d'artillerie tracté de la Seconde Guerre mondiale. Construit par l'Union soviétique, le canon a été déployé contre l'Allemagne nazie en 1944. 80 ans plus tard, il a refait surface des stocks laissés à l'Ukraine par l'Union soviétique. Ironiquement, c'est l'Allemagne qui a été responsable du don de munitions vitales que ces canons peuvent utiliser. La tactique ukrainienne pour l'artillerie est liée à l'utilisation des drones par l'armée. Les frappes d'artillerie à moyenne portée endommagent ou décentralisent les positions ennemies. Les drones sont utilisés pour la reconnaissance ou éliminer les opérateurs ennemis, permettant à l'armée d'intervenir et réclamer le prix. Le processus d'approvisionnement en armes et munitions est circulaire. L'Ukraine devient plus agressive avec ses frappes de missiles à longue portée, ciblant les lignes d'approvisionnement vitales derrière le front, empêchant la Russie de renforcer ses troupes avec des munitions fraîches. L'Ukraine
a perfectionné l'art de la guerre d'attrition moderne en mécanisant et rationalisant le processus pour minimiser l'utilisation de main-d'œuvre et d'armes occidentales, compte tenu de tous ces facteurs combinés. Cependant, l'Ukraine a besoin de toute l'aide possible. Les dons occidentaux sont essentiels pour empêcher la Russie de submerger l'Ukraine par les airs ou d'utiliser ses propres missiles pour frapper profondément dans le pays. Malgré tout, l'Ukraine a réussi à lancer une offensive stimulante pour le moral de son pays. L'invasion de Koursk en août 2024 a révélé la supériorité organisationnelle de l'armée ukrainienne par rapport à l'armée russe. La réponse du Kremlin à l'invasion de Koursk a été échelonnée et a été retardée de quelques semaines, permettant à l'Ukraine d'occuper pratiquement la même quantité de territoire qu'elle a perdu dans le Donbass au cours des 7 mois précédents. Le fait que l'une des soi-disant lignes rouges de la Russie ait été franchie, en l'occurrence l'invasion de son territoire, et les difficultés de son armée à monter une contre-offensive significative, ont conduit à la croyance répandue en Occident que l'armée russe est moins disposée à combattre les guerres de Poutine qu'auparavant. Un mois plus tard, une attaque de drone réussie sur Moscou a montré que les défenses anti-aériennes multicouches de la Russie ne sont pas aussi impénétrables qu'elles le semblaient initialement. L'invasion de Koursk et la menace de nouvelles offensives significatives de l'armée ukrainienne suggèrent que la guerre des drones qui se déroule sur le front de l'Est est efficace. On croit que la Russie perd plus de soldats, d'armes et de munitions que jamais. Sa capitale aide maintenant dans les sites ukrainiens pour des attaques de missiles. Les pays de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord envisagent d'utiliser leur artillerie à longue portée pour mener des frappes en territoire russe. Tous ces facteurs combinés pourraient suffire à donner à l'armée ukrainienne une véritable chance de non seulement repousser la Russie, mais aussi de gagner la guerre et de formuler des demandes significatives lors des négociations de paix qui suivront. Et cela est dû en grande partie à l'ingéniosité ukrainienne pour réutiliser et mettre à profit les munitions et les ordonnances récupérées des Russes, abandonnant leur poste. Mais qu'en pensez-vous? Combien de temps durera la guerre en Ukraine? Dites-le nous en commentaire et merci d'avoir regardé. Allez maintenant voir comment les avions en papier de l'Ukraine détruisent l'armée russe, ou cliquez plutôt sur cette autre vidéo.